Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode 52, le hold-up du siècle. Le début du 5e siècle est une lente descente aux enfers pour l'autorité centrale dans l'Empire romain. Honorius, puis son neveu Valentinien III, empereurs successifs à l'ouest, assistent impuissants à l'agonie de l'Empire durant toute la première moitié du siècle. Réfugiés dans leur forteresse de Ravenne sur l'Adriatique et bien incapables de faire quoi que ce soit pour enrayer le désastre annoncé. En réalité, ces deux fantoches laissent quelques officiers supérieurs barbares d'Empire, dont un certain Aetius, à la suite de Stylicon, tenter de sauver les meubles en prenant les affaires militaires en main. Mais sans trop de succès au final, comme vous le savez sans doute, si vous vous rappelez de la date fatidique de 476. Une période confuse donc, une fois n'est pas coutume, d'où va émerger le véritable ancêtre des Mérovingiens. Enfin, peut-être. Découvrons le pas trop fameux Clodion le Chevelu, la star méconnue des années 30, qui encore aujourd'hui est resté fidèle à lui-même, c'est-à-dire pas trop connu. La quête des premiers Mérovingiens n'est pas une mince affaire du fait de la pauvreté des sources existantes sur cette dynastie qui, apparemment, n'a pas dû briller avec beaucoup d'éclat avant le milieu du 5e siècle. Mais, une fois la piste Théodemère laissée de côté par Grégoire de Tours comme le grand ancêtre, l'évêque enchaîne son récit en se focalisant sur un autre roi, un peu plus intéressant pour le coup. On lit sous sa plume la phrase suivante. On rapporte également que Clodion, qui était alors un homme capable et très noble dans sa nation, a été le roi des Francs. Il habitait dans la forteresse de Dispargum, qui est dans le territoire des Thuringiens. Clodion, premier roi mérovingien, qui n'a donc pas le moindre rapport clair avec Théodemère ou Ricomère, malgré une légende tardive apparue à ce sujet. Et sans rapport non plus avec Marcomir, le chef barbare opposé à Arbogast en 388, qu'une autre légende aurait fait perdre un certain Pharamond, lui-même père de Clodion. Toute la recherche historique rejette maintenant catégoriquement toutes ces belles légendes, ramenant Clodion à son statut de petit chef local sans en s'être connu dans les sources. Alors, notre homme est-il vraiment un Germain venu de la province de Thuringe, comme l'affirme Grégoire ? Pas sûr, franchement. Cette région semble bien loin du Limès, en plein cœur de l'Allemagne moderne. D'ailleurs, l'évêque indique que le héros du jour et son peuple se trouvaient au nord et pas à l'est de ceux qu'il appelle les Romains. Donc, géographiquement, tout ça colle assez mal et l'hypothèse a souvent été faite que Grégoire a peut-être utilisé à tort le terme de Thuringe, un mot valise pour désigner la région germanique semi-libre assise sur la frontière, mais applicable en réalité à sa propre époque et pas au 5e siècle. Ou alors que le mot Thuringe couvrait dans son esprit une région bien plus vaste que celle que nous appelons ainsi maintenant. Autre option, le bon évêque a pu vouloir parler en fait de la Toxandrie, mentionnée plusieurs fois dans ce podcast, notamment après les victoires de Julien l'Apostat en 358, où un grand nombre de Saliens y auraient été fixés. Une région à cheval sur la Belgique du Nord et le sud des Pays-Bas modernes, sur la rive gauche du Rhin, et qui se situerait autour de la ville moderne de Eindhoven, si vous voulez consulter une carte. Une confusion entre les deux noms latins, Thuringe et Toxandrie donc, deux régions assez sauvages aux yeux d'un gallo-romain, qui n'est donc pas à exclure avec cet Auvergnat.
ou sous la plume d'un de ses copistes tardifs, se mélangeant les pinceaux et transformant la province avec un nom sonnant plus familier au 7e ou au 8e siècle. Mystère donc sur cette Thuringe dont nous parle Grégoire, et mystère aussi sur Dispargum, sa forteresse qu'on n'a jamais réussi à identifier ou à localiser de manière satisfaisante. Dis donc Xavier, je ne vois pas trop ce que son origine auvergnate a à voir avec cette confusion. Cette terre qui a fourni tant de grands hommes. Mais oui, en effet, pas mal d'hypothèses existent sur le point de départ de ce grand roi mérovingien. Mais on n'est quand même sûr de rien. À mon avis, le fameux Dispargum qu'on n'a jamais retrouvé, c'était sans doute un bled sans intérêt, du genre avec 4 palissades en bois perdu au milieu de la forêt, plutôt qu'une version historique et grandiose de Barad-dûr en mode Seigneur des Anneaux. Quoi qu'il en soit, qu'il soit né au fin fond des forêts de Germanie ou sur les bords du Rhin, ce que je comprends, c'est que c'est plutôt au nord de la Belgique ou au sud des Pays-Bas que ton homme va réussir à faire son trou dans les années 30. Ce roi des Francs serait-il le roi des Francs saliens ? Alors disons plutôt un roi des Francs saliens, parce qu'à ce stade, rien ne semble indiquer que la moindre unité du monde franc ait commencé à surgir, chez les Saliens comme chez les autres d'ailleurs plus au sud, sur la moyenne vallée du Rhin. La règle chez les Francs reste l'éclatement en une multitude de chefferies, et pas du tout l'union. Et au début du 5e siècle, on peut donc douter qu'un titre de roi des Francs saliens ne fasse trembler grand monde à Ravenne ou à Constantinople. Si on est réaliste, Clodion est sans doute considéré à ce moment-là comme un chef de bande, contrôlant un bout de territoire de seconde voire de 3e zone aux marges de l'Empire. D'abord, parce que la Toxandrie, ou la province de Germanie en général, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Belgique moderne, où on situe le point de départ de nos fameux Saliens, n'est pas une grande zone d'importance pour l'Empire romain. Pas de grands centres urbains, une région couverte de marécages, une production agricole assez faible et aucune industrie. Donc, aucun atout économique notable à l'Antiquité. Si Ravenne a vite tourné la page sur cette région lors du retrait des troupes après l'attaque géante de 406 pour tenter de défendre le sud, c'est bien que cette partie de la Gaule ne devait pas peser lourd dans la balance économique ou démographique de l'Empire. Et puis, soyons réalistes. Au vu de la genèse compliquée et pas très glorieuse de ce peuple qu'on a mentionné au travers des épisodes de Génobo à la fin du IIIe siècle, puis de la pacification de Julien au milieu du IVe, il n'y a probablement pas grand monde dans l'Empire romain qui garde encore une idée bien précise de qui sont exactement ces romano-germains du bout du monde. Et nous non plus d'ailleurs. Alors, qu'on trouve des francs libres parmi ceux qui se font appeler les Saliens derrière ce Clodion, c'est tout à fait probable. Des francs fédérés de la rive droite, possiblement, des alliés historiques de Rome, repoussés à la suite des événements de 406 ou des autres pressions démographiques des dernières décennies, alors que la frontière est en train de s'effondrer et que l'anarchie s'installe dans la moitié nord de la Gaule. Mais on peut aussi avoir une bonne proportion de francs installés sur la rive gauche du Rhin depuis Julien l'Apostat, voire même avant. Des hommes à moitié romanisés, d'élètes ou de simples migrants, affiliés à la tribu franque connue depuis les années 360. Leur père, leur grand-père et toute leur famille étendue se sont installés là, de gré ou de force, que ce soit à la suite des relocalisations forcées du IVe siècle ou par simple immigration économique. Et n'oublions pas non plus que les migrations de Germains n'ont pas grand remplacé les habitants gallo-romains du coin. Ils n'ont jamais été assez nombreux pour ça, et de toute façon, l'intégration au fil de l'eau de ces populations durant des décennies a forcément entraîné leur propre romanisation progressive. Ce qui signifie qu'il peut y avoir pas mal d'hommes à l'ADN gallo-romain devenus ou connus culturellement comme des Saliens à ce stade en fait. Je résume. Pour toi, ce qu'on appelle les Saliens à 430, c'est le produit d'une hybridation progressive entre autochtones gallo-romains et immigrés francs, qu'ils soient libres ou d'empire, qui s'étalerait sur des décennies. Ce qui permet d'ailleurs de douter d'une quelconque hypothèse d'ADN pur, si tant est que cela veuille seulement dire quelque chose. Avec peut-être un peu plus de champ germanique qu'ailleurs, vu que les défenses sont vraiment parties en sucette dans cette région de la Gaule depuis longtemps. Mais s'il fallait faire un pari, ce serait celui d'une légère majorité d'héritage germanique teinté d'une bonne dose de gallo-romain.
Un peu plus de sang germanique qu'ailleurs, vu que les défenses sont vraiment parties en sucette dans cette région de la Gaule, et cela depuis longtemps. Mais comment Clodion arrive-t-il à devenir roi de cette pseudo-auberge ibérique et à s'imposer comme chef militaire local alors ? Impossible d'avoir des certitudes, mais on peut tout de même faire quelques hypothèses. D'abord, en suivant Grégoire de Tours qui le décrit comme très capable, on peut imaginer que notre homme est un seigneur de la guerre plutôt malin, en tout cas plus que la moyenne de ses congénères. Qu'il ait été franc d'empire, ou plutôt libre comme le laisserait peut-être entendre son surnom très tardif de chevelu, lié à son statut de roi, il faut imaginer un militaire ayant travaillé assez longtemps pour ou avec l'Empire pour connaître les tactiques romaines et étant tout à fait à l'aise avec la culture mixte du nord de la Gaule. Et c'est ce petit seigneur de la guerre qui va juste profiter du désordre général pour prendre le contrôle d'une région de l'extrême nord à partir des années 30. Et pourquoi pas dans le fond ? D'abord, c'est exactement ce qu'ont commencé à faire depuis un certain temps tous les autres seigneurs de la guerre de l'Occident, romains comme barbares. Les Alarics, les Constantin III, les Gérontius ou les Constance III dont on vous a parlé, arrachant leurs petits bouts de terre par la force ou la négociation à plus grande échelle tout simplement. Qui aurait donc pu empêcher des chefs francs de recopier ce modèle dans leur propre région de base ? D'autant que, dans leur cas, une fois la grande guerre civile post-406 lancée à travers la Gaule, on peut être à peu près sûr que l'administration impériale de Ravenne n'a plus eu les moyens de payer ses armées ou ses fonctionnaires dans des régions si éloignées. Les 2 décennies qui suivent l'invasion des supergroupes de 406 ont vraisemblablement signifié l'abandon complet de la région par les autorités constituées, comme le prouve d'ailleurs le transfert de la capitale impériale de l'Ouest, de la ville de Trèves, vers celle de Arles dès 407. Or, les groupes armés à l'Antiquité, qu'ils soient romains ou barbares, ne vivaient pas d'amour et d'eau fraîche. Et si leur employeur ne les payait plus, les chefs locaux n'ont probablement pas vraiment eu d'autre choix que de prendre leur destin en main et de s'imposer comme les véritables patrons de leur propre zone. Donc, est-ce que Clodion a vraiment eu besoin de se battre pour prendre le contrôle de l'extrême nord de la Gaule ? Rien n'est moins sûr en réalité. Il se peut qu'avoir été présent au Toxandrie, par exemple, au bon moment et au bon endroit, avec sa bande de soldats germaniques surarmés, lui a suffi pour prendre le pouvoir sur la région. Ou simplement d'obtenir légalement la direction du territoire des mains des anciens officiels impériaux au moment de la débâcle post-406, et de la conserver, la dite administration romaine régionale s'étant évaporée à son tour faute de solde. D'ailleurs, à faire un autre pari, on doit imaginer que la troupe de Clodion a probablement dû intégrer de véritables légionnaires romains, les gardes-frontières et autres hommes des garnisons locales restés sur place après la percée des supergroupes. Sans le moindre sesterce versé pour les payer, sans ordre ni directive ne leur parvenant plus du sud, on peut facilement imaginer que ces professionnels ont dû, eux aussi, choisir de suivre le seul leader local crédible, capable, sinon de les enrichir, au moins de les payer. Donc pour toi, la montée en puissance d'un des rois saliens, ce n'est probablement pas une attaque d'un barbare, mais plutôt une remise des pouvoirs entre les mains du dernier gars un peu doué à la Spata qui traîne dans le coin. Pas très héroïque comme hypothèse tout cela, mais quand même beaucoup plus logique, vu qu'il faut bien que quelqu'un commande. Et normalement, un gars bien motivé avec une épée en métal bien tranchante, accompagné d'un petit groupe de brutes, a souvent un gros avantage sur n'importe quel paysan armé de sa fourche. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y avait les habitants dans le nord de l'Empire. Des Gallo-Romains, descendants probablement des farouches tribus belges, qui ont dit quoi à cet OPA sur le pouvoir, Xavier ? Les puissants locaux, ex-fonctionnaires, ecclésiastiques ou grands aristocrates gallo-romains, plus attachés à la stabilité et à la protection du pays, voire à leurs biens et à leur style de vie, ont pu accepter plus facilement qu'il n'y paraît la situation, induite par la disparition de l'autorité de Ravenne. Parce que il valait mieux obéir à l'homme fort du coin que de compter sur un hypothétique retour d'un empire aux abonnés absents. Et même chose pour les populations. Après tout, après le siècle d'incroyables succès des Francs d'Empire dont on vous a parlé tout le long de la saison 2,
Ce n'est pas comme si les Gallo-Romains n'avaient pas pris l'habitude de voir des commandants militaires efficaces d'origine franque les commander. Et pas plus mal que les autres. Tous ces hommes, riches comme pauvres, ont dû vite faire la part des choses et se dire que des militaires entraînés à la bagarre, vivant sur place, voire partageant leur culture, devaient être les mieux placés pour prendre la direction de leur territoire, voire de celui de leurs voisins. Car s'il fallait que ces hommes trouvent vite de quoi se rémunérer, autant qu'ils aillent extorquer les autres Gallo-Romains, moins rapides qu'eux à se trouver un chef capable. C'est sans doute le raisonnement qui a dû être tenu. Car Clodion va se faire remarquer en décidant de ne pas se contenter trop longtemps de son lopin de terre à l'extrémité de l'Empire, où qu'ait pu être précisément situé Disparcum. Année 432 environ, avec sa troupe de Francs et de Gallo-Romains, l'efficace roi des Saliens passe donc à l'attaque en direction du sud, malgré la fidélité reconnue des Saliens depuis des décennies à l'Empire, depuis l'accord passé sous Julien autour de 360, en profitant du chaos général. Parce qu'après pas mal de péripéties, le barbare d'Empire, surnommé avec une certaine dose d'ironie le dernier des Romains, le maître de la milice Aetius, est devenu le nouvel homme fort derrière le pouvoir du jeune empereur Valentinien III. L'homme qui commande une armée principalement constituée de Huns, pour le coup, ne tient plus que le nord du bassin méditerranéen en réalité, au nom de son empereur. C'est-à-dire l'Italie, le sud de la Gaule et une partie de l'Illyrie et de l'Ibérie. Se battant ou s'alliant alternativement avec tous les nouveaux pouvoirs indépendants à l'ouest, comme le nouvel État visigothique installé en Aquitaine, les Suèves centrés sur le Portugal moderne, ou les Vandales qui ont conquis l'Afrique romaine, c'est-à-dire la Tunisie, en s'emparant de Carthage en 430. Autant d'événements catastrophiques qu'on ne vous résume qu'à grands traits, et qui occupent notre Aetius bien loin de la Gaule du Nord. Le chef franc profite donc de la situation pour quitter sa base et envoyer des éclaireurs explorer la ville de Cambrai et ses environs. Une cité romaine moyenne mais importante de par sa localisation sur la grande voie romaine qui relie Cologne à Boulogne-sur-Mer. Et pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez peut-être noté que ces éclaireurs ont un petit parfum biblique. Cela ressemble furieusement aux éclaireurs de Josué, envoyés pour tester les défenses de Jéricho avant qu'ils fassent péter les trompettes par la même occasion. Mais bon, l'anecdote des espions révèle surtout que le plus important dans les opérations militaires, c'est le renseignement. Un atout critique que tout chef militaire un peu compétent et expérimenté doit récupérer. Et plus étonnant encore, si je comprends bien, c'est que maintenant, les francs libres ne sont plus des gros bourrins et qu'ils font enfin preuve de subtilité. On aura tout entendu. À moins bien sûr que nous venions de passer sur un chroniqueur des Mérovingiens et non plus sur un Romain qui rapporte les événements. Dans tous les cas, je note avec intérêt que nous arrêtons enfin les stéréotypes du barbare un peu stupide. Quoi qu'il en soit, Clodion va s'avérer assez futé pour vérifier les défenses avant d'attaquer une place forte comme Cambrai. Car cette cité romaine peut être absolument truffée de légionnaires et virtuellement imprenable sans armes de siège. Ou inversement, elle a pu être abandonnée et sans trop de défenseurs, vu que le gros de l'action se passe maintenant au sud avec Aetius et les autres seigneurs de la guerre. Les deux options sont absolument possibles à ce stade. Quoi qu'il en soit, c'est une stratégie prudente qui va donc payer puisque Clodion, une fois la reconnaissance du pays effectuée, déclenche son offensive. Alors, nous n'avons pas de détails autour d'une éventuelle bataille, ni même le rapport d'un siège quelconque de la ville. Tout ce qui nous est dit, c'est que Clodion écrase les troupes romaines sur place et s'empare de Cambrai. Ce qui ne peut signifier que deux choses donc. Soit le nombre de défenseurs devait être particulièrement minable pour que la chute d'une ville fortifiée s'opère apparemment si facilement, ce qui est bien possible, vu que les Francs ne sont pas soudainement devenus des experts en siège de places fortifiées, ou bien que Clodion ait réussi avec un minimum de gros bras autour de lui à convaincre encore assez de Gallo-Romains qu'il n'était pas vraiment le problème pour des populations abandonnées par le pouvoir central, mais bien plutôt la solution, avec sa petite armée bien entraînée. Et qu'il n'a pas eu à se battre très longtemps pour convaincre les derniers défenseurs que d'accepter son autorité leur serait plus profitable que de tenter de s'opposer à lui. Deux options pas mutuellement exclusives d'ailleurs, et qui propulsent Clodion dans la catégorie des hommes qui comptent tout à coup. Oui, parce que notre roi des Francs s'empare enfin d'une véritable cité romaine cette fois,
et pas d'un bled inconnu. Il prend par la même occasion position sur une via romaine stratégique entre Cologne et Boulogne-sur-Mer. Le texte précise à tort ou à raison qu'il va prendre tout le contrôle du pays jusqu'à la Somme, ce qui est encore plus au sud si on regarde une carte. Et si on regarde un peu mieux cette carte, on se rend compte, sans risquer de dire trop de bêtises, que Cambrai, c'est vraiment très éloigné de Toxandrie. Si c'était bien là son vrai point de départ. Quelle interprétation de tout ça fais-tu, Xavier ? Avec plus ou moins de brutalité, Clodion a probablement réussi à unifier un territoire beaucoup plus large que sa région d'origine en maximum quelques années. Si on admet que la ville moderne d'Eindhoven serait au centre de sa région d'origine de Toxandrie, on a presque 200 kilomètres entre ce point et la ville de Cambrai. Et surtout, un grand nombre de villes et autres places fortes romaines entre les deux. Tournai, Tongres, Bavay, autant de cités qui d'une façon ou d'une autre ont dû se soumettre au pouvoir du Franc pour qu'il pousse son expansion si loin en Gaule. Un succès militaire et politique que le roi des Francs a accompli avec brio apparemment. Mais le véritable triomphe serait maintenant d'arracher un foedus de la part d'Aetius, c'est-à-dire un traité reconnaissant officiellement sa souveraineté sur la région conquise. Est-ce que Clodion obtient ce passeport en légitimité tellement précieux pour un roi barbare dès les années 30 ? On n'en est pas tout à fait sûr en fait. Aucun texte n'établit clairement, même si c'est en effet la norme qui est en train de s'imposer à l'Empire à ce stade. Car Aetius, général semi-barbare officiellement au service de Valentinien III, n'est juste plus assez fort pour imposer la prééminence de Ravenne sur l'ensemble de l'Empire à l'ouest. Notre dernier des Romains en est donc réduit à laisser filer toutes les parties de l'Empire qu'il ne peut plus contrôler, en laissant le pouvoir aux groupes qui sont trop compliqués à soumettre, ou qui acceptent simplement la négociation via un foedus. Tout simplement parce que maintenir les hostilités avec tous ses voisins en même temps n'est plus une option faisable pour Aetius s'il veut rester en vie. Burgonde, Visigoths, Saxons, Francs, autant d'alliés d'un jour, ennemis le lendemain, qui profitent de chaque distraction du Romain pour lui arracher un bout de son trésor dès que l'occasion se présente. Pour bien fixer tout ça, reprenons. Rien ne prouve que Clodion ait arraché un foedus après sa victoire à Cambrai dans les années 30. Cela se peut, puisque c'est le modèle à la mode dans ces années-là, mais il se peut aussi qu'Aetius ait juste décidé, de façon pragmatique, de ne pas s'embêter avec lui pour le moment et de le laisser tranquille, en se disant que le chevelu ne perdait rien pour attendre et qu'il s'en occuperait à la prochaine occasion. Sauf que si ça a si bien marché une première fois dans les années 30, et si Ravenne n'a pas voulu lui donner le certificat de légitimité qu'il a donné aux Burgondes et aux Visigoths ces mêmes années-là, c'est tentant pour Clodion de ne pas s'arrêter en si bon chemin et de forcer un peu sa chance. Il y a toujours des soldats à payer et des fidèles à récompenser. Tout ça a un prix. En réalité, les 2 décennies 430-440 sont de véritables années de cauchemar pour le maître de la milice, malgré sa prise de contrôle de Ravenne. Sa vie d'homme fort de la cour de Valentinien III ? Ce n'est en fait qu'une succession de combats aux 4 coins de l'Empire en pleine désagrégation pour contrer les volontés autonomistes de tous les seigneurs de la guerre, barbares comme romains. Des hommes qui sont maintenant en possession d'une terre qu'ils veulent absolument diriger le plus indépendamment possible du pouvoir central, voire étendre si possible, dans le cas où Ravenne ne peut pas s'y opposer. 15 ans après sa première expansion, si on prend l'année 432 comme point de départ, Clodion va en effet tenter de pousser le bouchon un peu plus loin. 448, Aetius est une nouvelle fois en campagne, occupé en Touraine cette fois, en train d'essayer de réprimer une révolte de Bagaudes, des paysans bandits fatigués de payer des impôts et de se faire exploiter par un pouvoir central bien incapable de leur offrir la moindre protection maintenant. Aetius doit donc se battre cette fois contre sa propre population, pour éviter de perdre l'ensemble de la Gaule, puisqu'après la percée des Saliens au nord-est, l'établissement de Saxons sur les côtes de Normandie et la quasi-indépendance de l'Armorique en train de se transformer peu à peu en Bretagne, sont en train de détacher définitivement le reste de la moitié nord de la Gaule du contrôle de l'Empire. Franchement, quelle meilleure occasion pour Clodion que d'étendre son pouvoir avec toutes ces autres menaces en cours ou à venir pour Aetius là-bas au sud.
Clodion se met donc à la tête de son armée en 448 et reprend sa marche vers l'océan en visant la prochaine cible logique après Cambrai, c'est-à-dire Arras, la ville forte suivante qui contrôle les accès vers Boulogne au nord comme vers Amiens au sud et lui donnerait possession de la totalité de la région moderne des Hauts-de-France. Une campagne classique de pillage et de mise au pas des villes et villages qui ont le choix entre la soumission et la destruction. Sauf que cette fois, Clodion va tomber sur un os. Ces hommes décident de faire une halte devant un petit village du nom de Helena, quelque part à la limite entre les départements modernes du Nord et du Pas-de-Calais. Une petite ville fortifiée, nichée le long d'une rivière et contrôlant un pont qui commande la voie romaine entre Cambrai et Arras. Un point de fixation donc que le franc doit prendre pour continuer sa marche vers sa cible. Sauf que rien ne presse et le franc décide de dresser son camp sur une petite colline face à la ville. Après tout, il a pris le contrôle du nord-est du pays des mains des Romains sans le moindre problème toutes ces dernières années. Qu'est-ce qui devrait changer avec ce petit village sans intérêt et pourquoi les habitants du coin se sacrifieraient-ils pour un empire qui les a laissés tomber depuis si longtemps ? Notre franc est tellement confiant qu'il laisse même un mariage se dérouler au beau milieu de son camp, se disant qu'il a bien le temps de négocier ou d'attaquer la petite ville si les défenseurs ne voulaient pas abandonner la cause des sudistes. Mais Clodion a fait une erreur ce jour-là, car en 448, Aetius a maté plus vite que prévu la révolte des Bagaudes autour d'Orléans, et il vient de rappliquer au nord avec son armée. Et oui, d'hier et d'aujourd'hui, le renseignement a toujours été le nerf de la guerre. Avec les sesterces, bien sûr. Aetius est en effet remonté vers le nord et a retrouvé la bande du roi Clodion aux portes du bourg d'Helena. Et profitant de l'effet de surprise et de la puissance de leur cavalerie lourde, les Romains sortent du bourg, passent le pont et tombent sur les Francs totalement surpris pour ruiner leur fête païenne en un clin d'œil. Une attaque efficace de la part d'une unité de cavalerie d'élite impériale qui provoque une débandade générale chez les Francs. Clodion abandonne immédiatement la partie et repart pour l'Est avec le reste de ses troupes rescapées. Et donc, faut-il comprendre qu'Aetius s'est acheté un répit supplémentaire avec cette victoire opportuniste ? L'Empire va-t-il enfin contre-attaquer ? Alors peut-être. Déjà, victoire romaine, c'est à voir. Parce que si c'est effectivement un régiment standard de cavalerie romaine lourde qui s'est fait remarquer à la bataille d'Helena, on ne connaît pas vraiment la composition exacte des troupes d'Aetius. Majoritairement romaine, goth ou unique, bien malin qui peut encore définir la composition exacte d'une armée à l'ouest à ce stade. Et puis victoire limitée contre un adversaire mineur de l'Empire qui est Clodion, et qui ne règle pas la foule d'autres disputes qui restent sur les bras d'Aetius pour garder le contrôle de ce qui reste de l'Empire à l'ouest. S'il a réussi à calmer la révolte bagaude en Touraine et en Armorique, c'est au tour de Libérie de partir en feu dès 449 avec ses propres bagaudes. Une révolte paysanne généralisée, soutenue par des bandes de barbares suèves qui dévastent littéralement la partie de la péninsule encore sous contrôle nominal de l'Empire, c'est-à-dire les futures régions d'Aragon et de Catalogne. Fin des années 40, rien ne se règle à l'ouest pour le représentant de l'autorité impériale, où chaque victoire contre une révolte ou un coup de force est suivie par 3 ou 4 autres problèmes qui surgissent ici ou là. Une belle pagaille donc. Et une belle pagaille qui va profiter à personne d'autre que Clodion. Car tout défait et vaincu devant Arras qu'il a été, le chevelu Aetius doit accepter le principe de réalité. Il n'a ni les moyens de reprendre le nord de la Gaule, ni d'antagoniser l'un des seuls hommes capables de tenir le pays et de lui servir d'allié et de tampon contre tout ce qui peut encore débouler de pire venant de l'Est. Et aussi improbable que cela puisse sembler, Aetius en revient à la seule alternative possible. C'est-à-dire, probablement, signer un foedus avec un Clodion et ses Francs saliens. Une alliance officielle donc, qui en échange de son allégeance envers Ravenne, valide le contrôle du franc sur toute la zone conquise depuis 15 ans. Tournai, Cambrai, Tongres, enfin, la plus grande partie de la Belgique moderne, du sud des Pays-Bas et du nord de la France, tombe sous son contrôle, avec la bénédiction de l'empereur. Pour de bon cette fois. À la moitié du 5e siècle, les Francs saliens ont enfin un royaume. Petit, mais bien réel. Et cette fois, leur épopée commence pour de bon. Clodion va arracher à Ravenne, quelques mois avant sa mort autour de 450,
le trésor le plus précieux que désire un roi barbare, c'est-à-dire la légitimité bien sûr. Clodion, véritable roi dans son royaume, et allié désormais fidèle de Rome, place cette fois définitivement les Francs-Saliens sur la carte toute moisie de l'Empire de l'Ouest en train de se déglinguer. Mais les Saliens, maintenant, ils sont là, quoi qu'il en soit. À jamais les premiers, comme on dit à Massilia. Un beau succès pour le chevelu qui ne change rien à la déliquescence générale de l'Empire qu'Aetius tente sans trop de succès d'enrayer. Car, fidèle au principe d'entropie, un des chefs des Bagaudes, que le Romain vient de mater, a réussi à s'enfuir chez les Huns, pour non seulement se plaindre des méchants Romains, mais aussi pour leur faire miroiter les nombreuses richesses encore disponibles à l'Ouest. Un message qui conforte ces barbares un peu binaires dans l'idée que le tribut qu'ils reçoivent des Romains, depuis des années pour rester tranquilles, n'est plus tout à fait suffisant à ce stade, et qu'une petite visite à l'Empire s'impose. En tout cas, c'est probablement le raisonnement qui germe dans la tête du nouveau roi de ce peuple, que connaît bien Aetius pour le coup. Comment il s'appelle ce roi barbare ? Un indice. Il s'agit d'un roi féru de jardinage qui a breveté la première version du Roundup. Un barbare, voire même le barbare par excellence, pourrait-on dire ? Celui dont vous avez tous entendu parler, le légendaire Attila. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.meropodcast.fr ou de nous laisser un message et rendez-vous au prochain épisode.